AstraZeneca, qui sont les 4 principaux laboratoires qui fournissent les vaccins ARN messagers, ce qu'ils appellent vaccins. Voilà, donc je n'ai pas de conflit d'intérêt. Deuxième point, je suis médecin. J'ai appris récemment, j'en ai parlé samedi au rassemblement, j'ai appris samedi matin en fait que je n'étais pas docteur. C'est un titre qui est réservé aux docteurs qu'on fait un doctorat de 3e cycle aux universitaires. Donc moi j'ai un master en médecine. Donc maintenant je demande aux gens de m'appeler maître. Ça me change un peu. Voilà, je suis en interdiction d'exercice depuis le 15 septembre, jour où je me suis mis en grève, et où je me suis considéré en interdiction d'exercice. Certains ont continué à travailler tant qu'ils n'avaient pas reçu un courrier de l'ARS Rhône-Alpes en recommandé. Moi, j'ai choisi de ne pas travailler par sécurité. Notamment, j'ai été confronté 2 ou 3 jours après le début de la grève, j'étais confronté à une garde, je devais faire une garde, et j'ai dit, mais comment je fais, moi? Je suis censé être en interdiction d'exercice, et je suis garde là, le vendredi soir. Donc il a fallu que j'appelle le médecin responsable du planning de garde, qui m'a renvoyé sur l'ARS et sur le Conseil de l'Ordre. J'ai fait un courrier à l'ARS et au Conseil de l'Ordre qui ne m'ont jamais répondu depuis le 15 septembre. J'ai appelé le régulateur du SAMU pour lui dire que je ne ferai pas la garde, parce que si j'ai un problème avec un patient en garde, il y a la responsabilité civile professionnelle qui risque de ne pas fonctionner puisque je suis en interdiction d'exercice. Tout en n'ayant pas eu la confirmation officielle en recommandé, voilà. D'autres médecins ont continué à travailler, moi j'ai choisi de ne pas travailler. Voilà. Et je suis toujours en interdiction d'exercice puisque l'obligation vaccinale est pérenne, elle n'a pas été modifiée. Donc en théorie, je n'ai pas le droit d'exercer comme médecin. Il se trouve que tous ces événements, j'ai la chance, par rapport à d'autres soignants suspendus, d'avoir pu prendre ma retraite. Donc je suis médecin retraité depuis le 1er janvier. Mais je suis dans une situation un petit peu bancale, puisque en fait, en tant que médecin retraité, je ne peux travailler, je ne peux faire des ordonnances que pour moi-même, ma famille, mes proches, mes enfants, etc., en acte gratuit. Mais je suis en interdiction d'exercice, vous voyez, donc... Alors, je suis médecin généraliste, donc ça c'est la vraie médecine. Je suis médecin agréé permis de conduire également, ça c'est aussi la vraie médecine. Je participais au tour de garde. Et puis je suis aussi un fake médecin, puisque je fais de l'homéopathie, de l'acupuncture, de la nutrition. Et que donc ça c'est considéré maintenant par la fake médecine. Il y a même des médecins qui voudraient que les homéopathes, l'acupuncteurs qui étaient médecins arrêtent, qu'ils n'aient pas le droit de pratiquer ça. Sachez qu'un jeune médecin qui s'installe aujourd'hui n'a plus le droit de mettre sur sa plaque homéopathie et acupuncture sur ses ordonnances. Le Conseil de l'Ordre l'interdit. Quelle raison? Voilà, alors il y a 4 thèmes forts que j'ai rabattus depuis des mois et des mois, qui depuis le tout début de la crise sont importants pour moi. Le premier thème fort, c'est le secret médical. Alors comment je réagis par rapport à ça? L'été dernier, j'étais en Alsace, je vais sur une terrasse de café, et je demande à la serveuse qui arrive, elle vient vers moi, elle me dit, mais est-ce que vous avez votre passe? Donc je me retourne vers elle et je lui dis, mais moi, est-ce que je vous demande si vous êtes séropositive? Mais monsieur, je ne vous permets pas. Je lui dis, mais moi, je ne vous permets pas de me demander des données médicales personnelles pour boire un café ou un thé. Vous vous rendez compte ce que vous êtes en train de faire? Ah oui, bon. Je vais voir mon patron. Il est allé voir son patron. À mon avis, le patron, il a dû se dire, celui-là, il va me créer un scandale sur la terrasse. Donc elle est revenue, me dit, il accepte que vous offrez un thé. Mais ayez conscience que le simple fait de donner une information médicale de ce type, la séropositivité, rappelez-vous au temps du sida, est-ce que vous auriez envie, au temps du sida, est-ce que vous auriez envie d'aller à la boulangerie et d'être obligé de dire que vous étiez séropositif? Ou pour aller au restaurant, pour aller au cinéma? Donc, ayez conscience que le secret médical est bafoué depuis le début dans cette crise. Ça, c'est un vrai scandale. Autre aspect du secret médical, la Caisse primaire d'assurance maladie envoie la liste des médecins non vaccinés
ou en situation régulière à l'ARS. Donc en fait, ils violent notre secret médical puisqu'ils ne nous demandent pas notre avis. Deuxième thème important pour moi, que je défends depuis le début, peut-être le plus important, c'est la liberté de choix de son traitement. De tout traitement, quel qu'il soit. Que ce soit l'allopathie, la chirurgie, une vaccination, c'est un traitement et vous devriez vous battre, vous devriez tous descendre dans la rue pour défendre cette liberté. C'est extrêmement important. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a assisté à une véritable extorsion du consentement, il n'y a pas d'autre terme. Et moi, je suis proprement scandalisé que les médecins aient laissé faire ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas apporté, pour une grosse majorité, il n'est pas apporté une information claire, loyale et appropriée sur ce qui est appelé vaccin. Et je précise, je ne suis pas anti-vaccinaliste du tout, j'ai même fait des interventions à donner, certains peuvent en témoigner en venant avec des sacs de vaccins, de tous les vaccins que j'avais fait dans les mois qui précédaient. Par contre, je suis pour la liberté de choix de son traitement, et la réalité, en fait, c'est que ce qu'ils appellent vaccin, c'est un traitement, une thérapie génique expérimentale, qui est toujours en phase d'expérimentation, toujours en phase 3 actuellement. Les phases 3 ne seront pas terminées avant fin 2022 et début 2023. Pour les vaccins les plus anciens, ceux dont je vous ai parlé, le Pfizer, ça s'appelle le Comirnaty, il y a le vaccin Moderna, le Spikevax, le vaccin Vaxzevria d'AstraZeneca et le vaccin Janssen, donc de Johnson & Johnson. Ça, c'est les 4 principaux et les plus anciens. Sachez donc que tous les nouveaux vaccins qui arrivent, ils sont plus récents que ces 4 vaccins que je viens de vous citer, et les plus anciens sont toujours en phase d'expérimentation, les phases 3 ne sont pas finies. Donc, un médecin qui propose, voire qui pousse à la vaccination, ce qu'ils appellent vaccination, leurs patients, normalement, déontologiquement, scientifiquement, ils doivent apporter une information claire, loyale et appropriée à ces patients. Ce qui n'est pratiquement pas le cas. Moi, j'ai interrogé parmi tous mes patients qui se sont fait vacciner, parce que certains de mes patients sont allés se faire vacciner avec la pression familiale, la pression professionnelle. Je leur ai demandé comment ça se passait, ils n'ont jamais eu. Je n'ai pas trouvé une seule personne qui ait eu une information complète en leur disant « Vous êtes un cobaye, gratis, vous ne serez pas couvert. S'il y a des problèmes après les vaccinations, en fait, vous ne serez pas pris en charge gratuitement parce que vous n'êtes pas un cobaye officiel payé pour ça. » Qui a dit ça? Quels sont les médecins qui ont expliqué ça aux gens? Voilà, donc ça c'est quelque chose pour moi d'important. Et puis le quatrième thème fort pour moi, c'est la sous-estimation flagrante des effets secondaires. Alors, moi j'exerce depuis 35 à 40 ans. Ça fait longtemps que je m'intéresse à la problématique des vaccins. Et la pharmacovigilance en France, il n'y a pas d'autre terme, elle était jusqu'à présent lamentable et ça ne s'est pas arrangé. Et donc il y a une sous-estimation totale des effets secondaires à court terme, à moyen terme et à long terme. Voilà. D'un traitement expérimental, donc moi en tant que médecin, je trouve que c'est pas normal qu'on n'informe pas les gens. C'est déjà fait. Tu l'as enlevé? Bah oui. Sous prétexte de santé publique, sous prétexte dans la peur et tout ça, mais c'est un scandale. Pour ce qui est des scandales, eh bien, il y en a plusieurs, il y en a tellement que je pourrais vous faire une liste à rallonge. Mais bon, le premier scandale, c'est la suspension des soignants, bien sûr, qui ont été applaudis au début et tout ça, et qui ensuite ont été méprisés, et puis qui se retrouvent dans des situations dramatiques. Hein, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus travailler, ils n'ont plus de salaire, ils ne peuvent même pas avoir d'indemnité journalière, etc. Encore une fois, bon, moi j'ai arrêté de travailler le 15 septembre, j'ai mangé toutes mes économies pour tenir jusqu'au 31 décembre, et puis j'ai commencé à toucher ma retraite le 1er janvier, donc je suis dans une situation privilégiée par rapport à beaucoup d'autres médecins, infirmiers, ASH, etc. Ça, c'est quand même un vrai scandale.
L'interdiction des médecins, qui n'est pas forcément signifiée correctement. Hein. On reçoit soit un papier nominatif de l'ARS, soit on reçoit un papier, mais on ne s'est même pas adressé à nous-mêmes. Moi, j'ai reçu des papiers, rien recommandé, à part plusieurs mois après, des papiers même pas signés. Vous voyez ? Donc c'est quand même un petit peu se foutre de la tête des gens, hein, des médecins en particulier. Voilà, donc ça c'est un vrai scandale, et je pense que dans la soirée, les gens vont largement parler de ça. Un autre scandale pour moi qui est très important à vous rappeler, c'est le scandale de la négation de ce qu'on appelle le TAP, c'est-à-dire le traitement ambulatoire précoce. Et c'est-à-dire toutes les possibilités de soigner les gens atteints de Covid, tout de suite dès les premiers jours, dans la première semaine. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, moi, c'est quand Agnès Buzyn, au mois de janvier 2020, a déclaré l'hydroxychloroquine substance vénéneuse. D'accord. Ça faisait 60 ans, 70 ans qu'elle était sur le marché, elle était en vente libre. Des millions, c'est un des médicaments qui a été le plus utilisé. On savait qu'il y a dans des cas particuliers, il pouvait y avoir des risques cardiovasculaires, mais voilà, donc c'était tout sauf un médicament vraiment dangereux. Donc là, je me suis dit, il y a vraiment un problème, hein, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc dès le début, j'ai compris qu'il se préparait quelque chose de tout à fait anormal, puisque voilà, je me suis dit, mais c'est curieux quand même qu'on ne s'intéresse pas plus. Voilà. Et puis ensuite, il y a eu toute la suite, hein, le scandale évidemment de l'ivermectine. Alors à ce sujet, je vous invite à vous renseigner. Il y a une femme médecin et chirurgien en Afrique du Sud, mais qui est responsable d'un organisme en fait, qui est chargé d'évaluer scientifiquement les études de médicaments. Et donc elle a fait ça avec son groupe, donc elle s'appelle le docteur Tess Lawrie. Et avec le docteur Andrew Hill, en fait, ils devaient faire une publication qui allait dire l'efficacité manifeste de l'ivermectine. Et en fait, le docteur Andrew Hill, qui rédigeait la conclusion de l'étude, il a subi des pressions d'auteurs fantômes et d'organismes, et il a modifié la conclusion pour dire il n'y a pas assez d'études et tout ça, pour l'instant, on ne peut pas recommander l'ivermectine. Et donc il y a une vidéo qui circule là, de cette femme médecin avec de son dialogue avec le docteur Andrew Hill. Et voilà, donc ce type-là, on peut le considérer comme responsable de milliers de morts, puisqu'en fait, c'est sur ces conclusions-là que l'OMS a dit n'utilisez pas l'ivermectine. Donc pour moi, ça c'est un vrai scandale. Voilà. Après, je pourrais dire aussi, je suis quand même estomaqué du silence du Conseil de l'Ordre par rapport à toutes ces atteintes de la législation. Je crois qu'il y a plus de 34 articles de loi qui ont été bafoués. Et le premier, pour nous médecins, il y a le serment d'Hippocrate. Alors c'est pas un texte de loi, hein, mais le code de Nuremberg, la Convention d'Oviedo, la Déclaration d'Helsinki, l'article 16 du Code civil, etc., etc. Il y a plein d'articles qui sont totalement bafoués. Donc je ne suis pas sûr que nous soyons encore en état de droit. Et on a appris hier ou avant-hier la mise en garde à vue, une avocate qui avait porté des plaintes et tout ça. Donc ça va loin ce qui se passe. Voilà en gros ce que je voulais vous dire, et je voudrais terminer avec une petite notion un peu médicale. Moi, en tant que médecin, si j'ai affaire à un patient qui a une maladie infectieuse, la première chose que je fais, c'est de l'accueillir dans mon cabinet. Et moi, c'est la première fois que des hommes politiques interdisent à mes patients de venir à mon cabinet. Ensuite, en admettant que le patient vienne à mon cabinet de médecin, on m'a interdit de les soigner. Combien de gens peuvent témoigner qu'on les a renvoyés chez eux avec des Doliprane, qui entre parenthèses n'est pas tellement indiqué en fait. C'est un scandale ça.
Soit on est en guerre et les soldats qui sont au front, on les laisse faire comme ils veulent, on leur a les consciences de médecins, mais on ne vient pas leur interdire de soigner les patients et de les laisser chez eux. Moi, j'ai jamais vu ça en tant que médecin. Donc pour moi, ça, c'est un vrai scandale. Et le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est l'histoire du taux d'incidence. Hein, vous avez peut-être entendu parler de ça. Et il y a un épidémiologiste de renom qui est directeur de l'IRSAN, c'est un institut de recherche pour les données de santé, qui a fait le point pour ça. Alors les premiers mois, il a commencé à parler, à suivre l'épidémiologie. Il en a pris plein la figure. Hein. Il a été évidemment accusé de négationniste, de complotiste, etc. Et puis, il s'est arrêté de parler pendant plusieurs mois, et puis il est revenu. Il s'appelle le docteur Laurent Toubiana. Et il explique très bien ce que c'est que le taux d'incidence autour d'une épidémie ou une pandémie. C'est le nombre de vrais malades testés positifs et qui ont des symptômes, donc une charge virale significative, par semaine pour 100 000 habitants. Ce à quoi on a assisté, en fait, on nous a rabattu sans arrêt à chaque semaine un taux de gens positifs. Et c'est pas parce que vous êtes testé positif que vous êtes malade et que vous êtes contagieux et que vous avez une charge virale suffisante pour contaminer d'autres personnes ou pour tomber malade. C'est juste que vous êtes positif à un test. D'accord ? Alors, il y a peut-être 94% des gens de ces tests qui étaient négatifs, et dans les 4% positifs, il y a donc des tas de gens qui ne sont pas malades. Donc, c'est pas la même chose du tout de parler, de faire la confusion entre le taux d'incidence de tests positifs. On a eu une épidémie de tests. D'accord ? Mais ce n'était pas une épidémie de gens malades. En fait, le rapport de, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'article, le terme, il y a eu un rapport qui a été fait, les hospitalisations pour Covid, ça représente que 2%. Donc ce n'est pas une pandémie mondiale, si vous voulez. Voilà. Et donc le taux d'incidence en moyenne sur 20 ans, chaque année, en moyenne, le taux d'incidence, défini correctement par un épidémiologiste, c'est supérieur à 600 pour la grippe. Au plus fort de l'épidémie de la première vague, ce qu'on appelle le point singulier, la semaine catastrophique, c'était 120 ou 140. D'accord ? C'est-à-dire que par rapport à une grippe classique, le taux d'incidence au plus fort, au point singulier, c'était 140. 120 ou 140, peu importe les chiffres exacts. Ça veut donc dire qu'on nous a fait croire qu'il y avait une véritable épidémie, alors que c'était, voilà. On nous a fait croire aussi que tous les services d'urgence étaient complètement saturés, c'est faux. Et chaque année, tous les hivers, les services d'urgence, parce que c'est un problème structurel. J'ai vu qu'il y a une annonce là, de 17 000 lits qui ont été supprimés en quelques années. Ça, c'est la réalité, c'est la vérité. D'accord ? Donc la soirée, c'est une autre vérité. Ben, vous voyez, sachez que on vous a raconté des salades à la radio, à la télévision. 90 ou 94% de la presse est sous la coupe de milliardaires. Et en fait, ces gens-là n'ont pas la liberté de parole. Ils disent tous la même chose. Voilà, je crois que j'ai pu à peu près faire mon quart d'heure. Hein, je n'ai pas d'autre chose. Alors, voilà, si vous avez des questions, ça se fera. Et puis, au cours de la soirée, je pourrais peut-être réintervenir et puis développer d'autres aspects. Je vous remercie de votre attention. Merci. Si vous avez des questions à poser tout de suite au docteur Boudet, n'hésitez pas à lever la main, je m'approche de vous avec le micro. J'ai un vrai gamin.